Durant tout le mois de mars 2022, la direction du PDCI RDA, à travers des missions éclatées, a envahi le pays entier. La Côte d'Ivoire était aux couleurs vert et blanc. Pour permettre aux militants et aux sympathisants de mieux comprendre cette action tant attendue par tous, PDCI TV, comme à son habitude, a décidé de recevoir le maître d'œuvre de cette grande mobilisation. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur PDCI TV pour notre émission Questions d'actualité. Pour meubler ces échanges, deux journalistes de la presse écrite et en ligne, Cyril Aoussou du quotidien Dernière Heure Monde et Eugène Yoboué de Opéra News. Bonjour messieurs. Comme invité, nous avons un homme de terrain. Lui, il est vice-président du PDCI RDA. Bonjour monsieur Georges-Philippe Ezali. Bonjour madame. Et merci de venir sur PDCI TV. Plaisir. Nous le savons, au risque de me répéter, monsieur Georges-Philippe Ezali est vice-président du PDCI RDA. Il est aussi secrétaire exécutif en charge des délégations communales et départementales du PDCI RDA. Mais pour les Ivoiriens, pour les sympathisants et les militants du PDCI RDA, c'est qui Georges-Philippe Ezali? Bien, avant de poursuivre, répondre à votre question, je voudrais exprimer donc mon plaisir et ma joie d'être avec vous sur ce plateau, ainsi que les deux autres collègues. C'est vrai qu'on a joué un peu au chat et à la souris, mais par respect pour votre métier, mais également pour me permettre de vous dire grand merci à la grande cellule de communication du PDCI qui nous a accompagnés pendant toutes ces tournées. Bon, j'ai fini par accepter votre invitation. Je suis donc très heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui. Alors, c'est difficile de parler de soi-même, vous savez. Mais sinon, bon, je suis membre du bureau politique. Ensuite, j'étais nommé comme vice-président du PDCI RDA, par le président du parti. Et après, secrétaire exécutif chargé des relations avec les partis politiques nationaux. Et puis donc, récemment, à la faveur donc, des restructurations qui ont été organisées par le parti, donc sous l'égide du président du parti, en plus donc d'être secrétaire exécutif chargé des relations avec les partis politiques, on l'avait dit, je suis secrétaire exécutif chargé donc, des sections, des délégations communales et départementales, mais également le président a bien voulu également donc, faire de moi le secrétaire exécutif chef, le secrétaire exécutif adjoint du parti. Et donc voilà, pour vraiment ne pas rentrer dans tous les détails, voilà, c'est qui est Georges-Philippe Ezali aujourd'hui au niveau du PDCI RDA. Oui, ancien directeur du Sodexam aussi, monsieur Philippe Ezali. Oui, ça c'est au niveau professionnel. En fait, comme nous sommes là au niveau politique, peut-être que ce que je peux éventuellement ajouter, c'est que j'ai commencé donc ma carrière politique en même temps que, on va dire, la carrière professionnelle en faisant le MESI en France quand j'étais donc 19-20 ans, quand j'étais donc étudiant en France. Revenu au pays, bon, à la base, effectivement, j'ai travaillé, enfin, dans le cadre du parti, comité de base, secrétaire général de section, ensuite membre du bureau de la délégation présidée par donc, le vice-président d'un camp, et à sa suite, donc, j'ai été également donc, délégué. Donc, si vous voyez, donc, c'est vraiment quelqu'un qui a fait son parcours politique, vraiment sur le terrain, et je m'honore à l'occasion de ce parcours politique sur le terrain, d'avoir rencontré de grandes personnalités du parti. Monsieur le vice-président, nous avons assisté courant mars des missions éclatées. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a motivé ces missions? Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Cette tournée, au départ, devrait se faire dans le cadre donc, de comité politique, qui avait sous sa feuille de route, donc validé par le président du parti, donc cette tournée-là. Bon, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Et donc, quand j'ai été nommé donc, comme secrétaire exécutif chargé des délégations et des sections, il m'a semblé très utile que, au-delà donc de la passation des charges qui a été faite avec mon prédécesseur,
de vraiment prendre le pouls réel de ces délégations, de ces sections. Et donc, je m'en suis ouvert au président du parti quand il m'a reçu, après m'avoir nommé. Et, bon, il a été très enthousiaste à cette idée. Il m'a même donc recommandé d'y aller très vite. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les choses sont mises en place, avec une note d'orientation qui a été préparée, discutée au secrétariat exécutif par 2 fois pour l'enrichir, le renforcer. Et puis donc ensuite, on a mis en place donc tout le dispositif qu'il fallait pour faire donc ces tournées. Parce qu'il faut avoir à l'esprit que le PDCI est dans l'opposition, on va dire, depuis 20 ans. Le PDCI, pour différentes raisons, n'a pas pu être aux élections présidentielles passées. Il est annoncé donc des élections locales en 2023, dans 1 an, et puis 2 ans après, des élections présidentielles. Alors, pour nous, il était quand même important de faire une revue de nos troupes avant d'aller à ces échéances qui sont capitales pour le parti, parce que notre ambition, c'est de reconquérir le pouvoir d'État en 2025, mais également donc, de faire le maximum donc, de voix en 2023. Et donc voilà, ce sont tous ces éléments ramassés qui ont motivé le fait que on puisse mettre en branle donc, ces tournées, mais avec un point qui me tenait à cœur, c'est de rassembler tout l'appareil du parti pour ces tournées, que ce ne soit pas juste une tournée du secteur exécutif chargé des délégations communales ou départementales, ou même du secteur exécutif tout court, mais ce soit une tournée de la direction du parti, associant toutes les instances, notamment donc, le comité politique, que je disais donc, avait au départ donc, cette mission, mais également bon, toutes les instances. Et moi, une des satisfactions que j'ai, c'est que, effectivement, toutes les instances se sont mobilisées depuis le secrétaire exécutif, les vice-présidents, les inspecteurs, les jeunes, les femmes, le comité politique. Enfin, tout le monde s'est vraiment mobilisé pour que cette tournée-là se fasse. Et ça, c'est un grand point de satisfaction donc, par rapport à ces missions. Vous disiez tantôt que c'était pour voir le pouls réel, en fait la revue des troupes. Est-ce qu'on peut dire qu'à la fin de ces tournées, c'est vrai qu'on n'est pas encore fini tous les points, vous avez le pouls réel des délégations? Là, je voulais compléter un peu sa question. Allez-y. Vous avez dit lors de la réunion préparatoire qu'il y a près de 500 000 personnels politiques du parti à travers le pays. Alors, est-ce que ces tournées vous ont permis de confirmer ce chiffre, ou bien il y a eu des progressions ou bien des régressions? Je pense qu'on va trop vite en besogne. Parce que pour ces missions, on avait une feuille de route. On ne peut pas faire ce genre de mission sans cadrer les choses par rapport à ceux qui vont recevoir d'une part, mais également à ceux qui vont aller d'autre part. Et donc, une feuille de route a été donnée, qui est donc cette note d'orientation des tournées, parce que c'était une tournée d'information, d'évaluation et d'écoute des délégations. Et l'objectif principal, général, c'est écrit noir sur blanc dans cette feuille de route qu'on a remis donc aux missionnaires. Me permettez de lire, permettre à la direction du parti de rencontrer sur le terrain les délégations communales et départementales afin de faire un état des lieux de l'organisation, du fonctionnement et du personnel politique des sections et des délégations communales et départementales. C'est très précis. On n'envoie pas les gens en mission sans... Voilà l'objectif qui vous est assigné. Et il s'agit enfin de proposer in fine des mesures correctives de tous les dysfonctionnements relevés pour une redynamisation des délégations et des structures de base. Tout y est.
dans l'objectif général. Après, cela est décliné en petits objectifs spécifiques, etc., etc. Mais la feuille de route qui a été remise aux missionnaires est celle-là. Et donc, quand on veut faire le bilan d'une telle opération, c'est tous les segments de cet objectif-là qu'il faut regarder. On a eu beaucoup de retours. Oui. Il y a des situations diverses qui ont été rencontrées sur le terrain. C'est des situations diverses. Mais je ne peux pas rentrer en détail sur ces situations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a du travail à faire parce qu'il y a des dysfonctionnements qui ont été constatés et il faut qu'on travaille donc à corriger ces dysfonctionnements-là pour mettre nos troupes en marche pour atteindre l'objectif qu'on se vise. Et ça dit que la mission valait la peine d'être effectuée. Oui. Et ça, le président a eu le nez creux en disant il faut le faire vite. Parce que devant, on a un bureau politique qui nous attend avant le congrès. Et c'est heureux qu'on ait pu faire cette situation-là. Qui permettra à celui... L'article 29 de nos statuts dit quoi? Le président du parti, c'est celui qui inspire et conduit la politique du parti. C'est notre chef. Et c'est à lui les éléments qui ont été constatés de dysfonctionnement qui appellent de correction, de mesures correctives, c'est à lui que ce rapport sera destiné. Pas à des séances publiques de bilan. Je suis désolé de le dire ainsi. Maintenant, tout le reste, on peut en discuter. Mais le président a eu le nez creux vraiment de faire en sorte que ces missions se fassent. Bon, je n'en dirai pas plus. Hein? On a bien fait, on a très bien fait de faire ces missions-là, surtout maintenant. Vous savez, on est sorti du 12e congrès avec une organisation donnée. N'est-ce pas? Et depuis le 10e congrès, c'était en 2013. On a fonctionné avec ça depuis. On ne pouvait pas continuer comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que le président du parti a d'une part, organisé, c'est comme une maison que nous avons. Moi, c'est pour ça que je vois la chose. Il a organisé le toit de cette maison. Avant, c'était une seule poutre, on va dire comme ça, qui soutenait le toit. C'est bien, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais on se rend compte peut-être que ce n'était pas forcément... c'est quelque chose qu'il faut peut-être améliorer. Qu'est-ce qu'il a fait le président? Il a dit, bon, le toit... C'est pour ça que moi je vois les choses, hein, c'est ma vision personnelle de tout ce qui a été fait par le président depuis. Toute cette rechutation qu'il a mis en place. Ce toit-là, une seule poutre pour le soutenir, c'est dangereux. Il faut peut-être voir comment on peut faire en sorte qu'il y ait donc d'autres structures qui soutiennent ce toit-là. Et je ne parle pas au niveau des personnes, moi je parle au niveau des structures. Donc du secrétariat exécutif, qui est donc l'organe exécutif du président, avec lequel on est sorti du congrès et avec lequel on a fonctionné jusque-là, le président dit, bon, ok, je mets un comité politique pour conduire toutes les réflexions stratégiques politiques. Ok? Ensuite, au sein du secrétariat exécutif, il y avait un secrétaire exécutif chargé des questions de finances. Il en sort. Il met un comité de mobilisation de ressources pour que toute une équipe travaille sur les questions de finances. Ça fait deux autres poutres qui viennent s'ajouter à la poutre principale qu'on avait jusque-là. Ensuite, même pour les élections, on avait un secrétaire exécutif chargé des élections. Mais un parti politique, c'est pour gagner des élections. N'est-ce pas? C'est ça. Et donc le président dit, on sort le secrétaire exécutif, on met en place un comité avec tout un groupe de jeunes, de personnalités pour travailler sur les questions électorales. Ça fait une troisième poutre. Vous voyez que le toit est en train de se redessiner. La communication, c'est important.
j'étais au sein du secrétariat exécutif. Ça, on met, ça fait une quatrième, je compte bien, quatrième poutre. Et ainsi de suite. Et donc le toit de la maison a été revu et réaménagé pour que les choses se passent mieux dans le cadre d'une distribution des rôles. Pour qu'on soit plus efficace. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'une maison, ce n'est pas juste le toit. Il y a des murs porteurs. Et puis il y a tout ce qui est la base de la maison. Mais le mur porteur, c'est qui? C'est le délégué qui porte. Il faut s'assurer que ces murs porteurs-là tiennent encore. N'est-ce pas? Qui sont pas fissurés, etc., etc. Et donc là, ce qui a été fait récemment a permis de voir quels sont les murs porteurs. Les délégués qui sont, qui sont mal en point, enfin, qu'il faut mettre en ordre. Mais au-delà des délégués, comme je dis, là, il y a les fondations du parti, la base. Les secrétaires généraux de section, les comités de base. Est-ce que la base tient? Est-ce qu'elle est là? Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose de très important pour remettre la maison PDCI en ordre. Pour que demain, on ne soit pas surpris. Monsieur le vice-président, oui. L'état d'esprit des militants sur le terrain. Bon, à ce niveau-là, je pense que ce que je peux vous dire, c'est que véritablement, la base a accueilli ces missions-là vraiment de manière... ils étaient contents des retours qu'on a. Ça, je peux le dire. Et les gens redemandent justement que la gestion de parti vienne les voir le plus souvent. Monsieur le vice-président, pour rester dans le même élan que Béatrice, il y avait des régions qu'on disait le PDCI a disparu, tout ça, c'est-à-dire, moi je cite la région du Nord. Quel retour vous avez eu là-bas par rapport à la mobilisation des militants? C'est juste, des fois, c'est des clichés. C'est des préjugés. Mais, je ne rentrerai pas dans les détails des choses, parce que je vois qu'en tant que journaliste, vous me poussez à dire des choses. Mais les militants sont là. Moi, j'ai reçu des images mais c'est extraordinaire. Des vieux militants qui réclament le PDCI, qui sont contents que ces missionnaires-là soient venus vers eux. Et ils ont expliqué un certain nombre de choses. Et donc, mais bon, il y a un problème d'encadrement. C'est peut-être ce dysfonctionnement-là qu'il va falloir donc renforcer. Mais sinon, les militants de PDCI dans le Nord sont là. Ils ne sont pas allés quelque part. Comme la plupart des militants ailleurs d'ailleurs. Oui, c'est vrai, monsieur le vice-président. C'est vrai, les militants sont là. Mais on sait aussi qu'il y a des délégations où nous avons beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes dans la délégation. Mais non seulement au Nord, mais même au niveau d'Abidjan. Avez-vous pris des dispositions à ce niveau? Nous savons, par les chefs de mission avec qui nous avons discuté, les problèmes qu'il y a dans certaines délégations. Il ne faut pas se cacher les choses. Hein? Et on a bien fait de faire ces missions. Pour nous assurer que la base, que le PDC ne nous pousse pas sur du sable, en quelque sorte. Que les fondations sont là. Mais bon, il y a des choses à renforcer. Mais monsieur le vice-président, à vous entendre parler, vous pensez que vous avez encore le temps. Mais moi, je dis que nous sommes à 1 an de 2023. Les élections locales s'annoncent avant à grands pas. Et pour les éventuels candidats, un candidat du parti ne compte sur son personnel politique. Mais à quand le réaménagement et le bon fonctionnement du... Malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Au risque de faire n'importe quoi aussi. Voilà, il faut qu'on prenne le temps de l'analyse, du diagnostic. Il y a des choses qui vont aller vite, ça je peux vous rassurer. Il y a des choses qui vont aller très vite. On se donne le temps pour faire donc l'analyse et les diagnostics réels, pour ne pas faire des choses sur des préjugés, sur des on-dit. Laissons-nous le temps. Peut-être même que il vaut mieux perdre, je dis n'importe quoi, perdre peut-être 1 mois, mais gagner ça par rapport à 2023. Lors de votre réunion jeudi dernier, on a parlé d'un échange de courrier entre vous et les secrétaires exécutifs en chef. Certains parlent d'injonctions, d'autres parlent des recommandations sur la marche à suivre. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça et nous dire un peu ce qui s'est passé? Bon, alors,
C'est vrai, des fois, les gens montrent des choses à me peindre. Ils font croire que, bon, la maison brûle, il n'en est rien. Il n'en est rien. Il faut que les militants soient sereins. Et je crois que je l'expliquais d'ailleurs à cette réunion. On a fait 4 semaines de mission. Et naturellement, avec l'accord du président du parti, à qui je m'étais ouvert auparavant, il était bon de recevoir les missionnaires pour faire un debriefing, comme je l'ai dit là, pour leur dire merci, les féliciter. Et puis il a demandé leurs avis sur l'organisation pratique. Mais ce n'est pas le contenu. Depuis qu'on n'avait pas encore tous les rapports. Donc on n'avait pas parlé de quelque chose dont on n'a pas encore les rapports. Mais c'était l'organisation pratique. Est-ce que les moyens, est-ce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est-ce que... Bon. Et j'avais le choix, soit de le faire le 31 mars, puisque les rencontres ont fini le 27 au 28. Donc soit je le faisais rapidement, donc le 31 mars comme j'avais proposé, soit en avril. Or il se trouvait qu'on était en congé, on va dire. Congé du secrétaire exécutif jusqu'au 5 avril. J'ai donc mis cette réunion-là le 31 mars. Je n'ai pas la reprise de nos travaux au niveau du secrétaire exécutif. Bon, sauf que il y a eu une urgence par rapport donc aux questions d'organisation de 76 ans du PDCI qui ont lieu donc le 9 avril. Et donc s'il fallait attendre jusqu'au 5 avril pour en parler, ça risquait donc de coincer. Et donc le secrétaire exécutif a mis ça donc le 31 mars. Mais contrairement à tout ce bruit qui a été fait autour, il n'y avait pas péril en douleur. Cher ami, il n'y a aucun péril en douleur. Ma réunion à moi c'était prévue à 16h, avec une audience donnée, dans une salle particulière. La réunion du secrétaire exécutif, qui était une réunion extraordinaire d'ailleurs, était prévue dans la salle du secrétaire exécutif, avec une audience claire du secrétaire exécutif. Et à 17h. Et donc c'est malheureux effectivement, tout ce qui a été fait à la une d'un journal pour faire croire que bon, parce qu'en titre on dit à la même heure, au même lieu. Et donc, je vais continuer, vous allez après vous poser la question. Et donc ça a créé ce foufou là. Mais en réalité, les 2 réunions sont effectivement tenues ce même jour, n'est-ce pas? Aux heures indiquées, n'est-ce pas? Est-ce que le ciel est tombé sur la tête du policier? Non. N'est-ce pas? La réunion qui concernait le debriefing avec les missionnaires et les délégués, c'est une audience qui n'a rien à voir avec la réunion du secrétaire exécutif. C'est vrai, il y a quelques secrétaires exécutifs qui étaient soit des chefs de délégation, de mission, soit des délégués. Mais quand on a fait le point, il y a une dizaine. On attendait plus de 300 personnes à cette rencontre. Alors, 10 personnes absentes, éventuellement, sur 300, 3%, c'est ça qui va créer un problème jusqu'à mettre toute la République. Donc, il y a... Donc, il faut noter que les distances n'étaient pas les mêmes, les heures n'étaient pas les mêmes, les salles n'étaient pas les mêmes. Ce n'est pas la première fois que ça se passe ainsi. Quand moi j'ai fait ma réunion d'ailleurs ce jour-là, est-ce que vous savez, j'ai fait ma réunion, j'ai demandé si j'avais fini, on m'a dit non. Je suis allé à la réunion secrétaire exécutif, je vais m'asseoir. On a un seul chef, c'est le président Bédier, n'est-ce pas, le président du parti, comme le statut l'indique, c'est lui qui inspire et conduit la politique du parti. On travaille tous pour lui, il n'y a qu'une seule équipe, c'est celle du président Bédier. Ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que le vice-président Ezali est l'ancien maire de Bassam. Oui, et on sait ce qui s'est passé pendant les élections municipales dans sa ville. Et après nos recherches, moi j'ai vu que malgré que la Cour suprême ait reconnu ne pas avoir 6 PV de commissaires centraux, le résultat a été à la faveur de son adversaire. Bon, sans rentrer dans les détails, monsieur le vice-président, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour éviter que ce cas d'école soit
vécu dans les autres délégations? Bon, alors, ce que je peux dire, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour moi, quand on regarde bien, c'était une raison d'État. Je vais dire ça comme ça, ce qui s'est passé. Le plus important, c'est de tirer les enseignements de ce qui s'est passé, comme je dis, pour demain. Ouais. Et croyez-moi, on a tiré les enseignements de ce qui s'est passé. Et demain, je ne pense pas qu'une telle situation peut se reproduire. Vous avez parlé de demain. Ce demain-là, ce sont les élections en 2023, les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales. Et aujourd'hui, avec ces tournées, est-ce que vous avez de l'espoir pour le PDCI pour ces élections? Beaucoup d'espoir. Beaucoup, beaucoup d'espoir. On a besoin juste d'un peu d'organisation, d'un peu d'encadrement. Mais nos militants sont là, à la base. Ils ont soif que le PDCI revienne au pouvoir. Ça, c'est une des conclusions qu'on peut tirer de ce qui vient de se passer pendant ce mois de mars. Vraiment, les gens sont là, ont soif. Parlez du Nord. Des gens qui portent leur tenue PDCI pour venir à une réunion du PDCI. Qui lui crie? Tellement il y avait des préjugés. Et donc, c'est à nous de nous organiser. C'est à nous de mieux encadrer. C'est à nous de faire en sorte qu'on puisse, je vais dire, permettre à tout ce potentiel, à toute cette base-là, de se mettre en rang de bataille. Et je reste convaincu que s'il n'y a pas d'autres techniques, comme ce qui s'est passé à Bassam éventuellement, il n'y a pas de raison que le PDCI ne vienne pas au pouvoir en 2026. Merci, monsieur le vice-président. Merci, monsieur le vice-président, oui. Et les gens ont soif du parti. Ils ont soif. Et c'est pour cela que la vision du président de faire du PDCI le parti leader est une vision qui est juste. Faire du PDCI le parti leader pour être le catalyseur donc de la reconstruction du pays. C'est une vision qui est tout à fait juste, noble. C'est à nous de travailler à cela. Ça nous travaille parce que parler de ce qui s'est passé à Bassam, vous savez qu'après Bassam, il y a eu une chute même à Abidjan. Merci, monsieur le vice-président. C'est sur cette note d'espoir que nous avons demandé au vice-président de nous dire son mot de fin. Il ne faut pas qu'on oublie une chose. On a fait le point personnel politique. Il va falloir également donc faire le point des militants. Section par section. Comité de base par comité de base. Ça, c'est une action à faire. Deuxième action à faire, c'est de recruter. Troisième action à faire, c'est l'identification. De permettre à tout ce personnel-là, à tous ces militants, d'être également sur la liste électorale. Quand j'étais étudiant en France, bon, je faisais mes cours d'ingénieur après mes classes préparatoires maths sup et maths spé, donc j'étais admis de cours d'ingénieur d'aviation à Toulouse. Donc j'arrive, on commence les cours et puis bon, on est dit bon, ben, comme vous êtes des futurs dirigeants de l'aviation, il faut que vous sachiez piloter. En tant qu'ingénieur, il va falloir quand même savoir, pour parler le même langage que les gens, en tant que pilote privé. Je monte dans l'avion, et puis mon instructeur, il me dit, monsieur, deux règles. Deux règles. Les yeux toujours fixés sur le cap et les mains sur les manettes. C'est comme ça qu'on devient un bon pilote. Le cap a été fixé par le président du parti. Il faut qu'on ait les mains sur la manette, c'est-à-dire sur notre outil de production pour pouvoir avancer. Le cap a été fixé par le président. Il faut que tous nous ayons les yeux sur ce cap-là. Faire du PDCI le parti leader de la Côte d'Ivoire, qui va être le catalyseur donc de la reconstruction de notre pays. Ce cap-là, tous, on doit l'avoir. Ce n'est pas la peine de regarder les autres choses. Cap, par rapport à ce que le président a indiqué. Et puis les mains sur les manettes. Les manettes, c'est nos bases, c'est nos personnes politiques.
C'est tous ceux-là qui permettent donc d'avancer. Il faut les maîtriser. Et donc, si j'ai un dernier mot à dire, je dirais cap. Les yeux rivés sur les caps, les mains sur les manettes. Et c'est comme ça qu'on arrivera donc à bon port. Le vice-président l'a dit, les yeux rivés sur le cap et les mains sur les manettes. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez apprécié ces moments d'échange. Merci Cyrielle, merci Yoboué. Merci à vous, monsieur le vice-président, d'avoir enfin finalement accepté notre invitation. C'était un plaisir. Comme un plaisir pour moi. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro. Bonsoir.